Bonjour à tous, donc Martine Roumégou du CK. Et là, je vais vous présenter effectivement toute la partie opérationnelle que l'ARS vous avait présentée sur les modalités d'action que nous avons au CK pour aider les établissements qui ne sont pas certifiés ou certifiés sous conditions et voilà, pour leur donner un petit peu d'aide, enfin de dynamisme, si je puis dire, dans cette préparation de seconde visite. Donc là, ce que je vais vous présenter dans un tout premier temps, même si ça a déjà été fait à l'instant, c'est comment se fait cette articulation, cette coopération avec l'ARS, comment nous y prenons, enfin comment se fait le premier contact avec l'établissement, comment nous faisons l'évaluation du besoin, qu'est-ce qu'on va proposer comme modalité d'accompagnement. Je vais vous restituer quelques actions que nous avons déjà menées dans certains établissements où nous sommes rendus, et puis un petit focus sur la culture sécurité. Bien. Donc l'accompagnement, enfin la coopération que nous avons avec l'ARS, comme on vient de vous le dire, elle fait partie des objectifs du CEPOM qui est signé annuellement avec l'ARS. Et d'ailleurs à ce titre, il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée pour cette mission. Et cette mission donc que nous faisons au niveau du CK, elle est totalement indépendante du fait que l'établissement est adhérent ou non du CK. Donc c'est uniquement le fait d'être certifié ou non certifié qui fait que nous sommes proposés pour cette activité. Bien, alors le premier contact, ça se passe comment? Donc en fait, en général, on reçoit un mail de l'ARS qui nous informe que tel établissement est non certifié ou certifié sous condition. Donc on a le nom de l'établissement, on a en général le niveau de certification, c'est-à-dire certifié sous condition ou non certifié. L'ARS nous communique la date de la prochaine visite de certification et nous précise qu'il y a une information qui a été donnée à l'établissement comme quoi la délégation départementale va les inviter à se rapprocher du CK. Donc, comme vous le voyez, c'est l'établissement qui est censé nous contacter directement pour venir les aider et puis mettre en place une stratégie d'accompagnement. La deuxième étape, eh bien, justement, c'est l'établissement qui va contacter le CK. Alors, en général, c'est plutôt par l'intermédiaire du responsable qualité qui nous contacte, qui a donc déjà reçu l'information du CK. Et lors de ce premier échange, eh bien, nous demandons à l'établissement de bien vouloir nous fournir son rapport de visite long, ainsi que le PAX qu'il a déjà élaboré pour justement mettre en place des actions d'amélioration suite à cette première visite. Et puis, ce premier contact, c'est aussi l'occasion de fixer un rendez-vous en visioconférence qui est important, vous verrez, parce que c'est au moment de cet échange que déjà plein de choses se passent. Donc justement, lors de cette visioconférence, plusieurs participants, des participants du CK, bien évidemment, plusieurs membres de l'équipe, qui forcément donc, ont lu avant cette visioconférence le rapport de l'établissement, le PAX qui lui a été communiqué, et donc déjà à identifier éventuellement des axes de progrès et des questionnements qui vont être formulés à l'établissement. Côté établissement, en général, c'est la gouvernance qui est là, c'est-à-dire directeur des soins quand il y en a un, la direction qualité et le président de CME. Et donc là, le contenu de ces échanges, en général, on laisse parler l'établissement. C'est lui qui va nous faire part de comment ça s'est passé pendant la visite, son ressenti, qu'est-ce qui a été identifié comme critères qui sont à améliorer. Et puis, on leur demande si déjà ils ont sollicité d'autres intervenants. Vous avez vu, nous ne sommes pas les seuls à intervenir au niveau du CK. La preuve, c'est que derrière moi, il y a d'autres intervenants. Donc, ça peut être des professionnels de l'OMEDIT, ça peut être le CEPIAS, ça peut être la NAP. Donc, c'est intéressant aussi de faire le point avec l'établissement pour pas qu'on marche, j'allais dire, sur les plates-bandes des uns et des autres. Et puis, on va engager forcément une discussion donc sur ce qui a déjà été fait, mais aussi éventuellement sur des axes d'amélioration que l'établissement n'aura peut-être pas identifié en première intention. Et justement, l'analyse que nous aurons fait en amont de cette rencontre, ça sera l'occasion d'échanges avec l'établissement.
Et puis, cette visioconférence qui peut être longue, hein, alors quelquefois il y en a qui sont très rapides, 1 heure, 2 heures, puis quelquefois ça dure quand même une demi-journée. À l'issue de cette visioconférence, l'idée, hein, c'est d'identifier une stratégie d'intervention du CECA. Hein. Donc il faut que les deux parties, bien évidemment, soient tout à fait d'accord sur les modalités d'intervention. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Donc vous savez, on vous l'a dit, hein, que le CECA a une boîte à outils qui est assez conséquente. Donc on a tous ces outils qui sont à la disposition des établissements et nous allons du coup proposer des modalités d'intervention, soit à la demande de l'établissement au regard de ce qui a été identifié dans le rapport de visite, ou aussi tout simplement l'établissement qui va nous dire, nous, vraiment, on voudrait une formation sur telle thématique, on voudrait plutôt déployer des traceurs entre les 2 certifications. Voilà, donc on a vraiment on laisse l'établissement s'exprimer, si je puis dire, et puis formuler des souhaits particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Donc on a plusieurs... comme je vous dis, on a plusieurs armes dans notre valisette, hein, puisque nous avons plusieurs actions de formation. Alors beaucoup, c'est le point de refaire, demande des formations sur les enjeux de la certification. Donc Madame Chaverier les a rappelés tout à l'heure, hein, les 4 enjeux, et c'est vrai que c'est important de les rappeler entre les 2 certifications, d'autant que quelquefois, même entre 2 certifications, les professionnels ont changé. C'est même plus la même gouvernance, c'est plus les mêmes professionnels dans les services, donc c'est intéressant. Beaucoup d'établissements nous demandent de faire le point à ce niveau-là. Nous avons aussi des demandes, par exemple, sur le rôle des cadres. L'établissement nous dit sortez-les de leur activité de remplir des plannings toute la journée et rappelez-leur un petit peu quels sont les attendus au cours de cette certification, puisque ce sont eux qui sont le lien entre ce qui se passe, hein, au niveau des instances et puis ce qui est censé, vous avez vu, il y a un attendu qui est très fort, hein, au niveau des équipes de terrain. Nous proposons aussi la réalisation des fameux traceurs, hein, que vous connaissez, patient traceur, parcours traceur, traceurs ciblés, aussi les grilles d'observation. Nous proposons aussi des visites de risque, hein, dans certains secteurs, des rencontres de sécurité, et puis, ça va être d'ailleurs pourquoi je vais faire juste un petit focus à la fin de cette présentation, il y a un encouragement par le CECA, si ce n'est déjà fait, de participer à la campagne culture qualité, puisque c'est vrai que ça a été le hasard des dates qui a fait que nous avons reçu beaucoup de demandes d'accompagnement de ces établissements en plein moment où il y avait le déploiement de cette campagne culture de sécurité. Alors à ce jour, où est-ce qu'on en est? Il y a 14 établissements qu'on est en train d'accompagner ou qui vont être accompagnés. Les dates sont déjà prises, hein, dans les suites de leur première visite de certification. Et toutes, hein, je vous ai dit, au-delà de cette première visioconférence qui est assez importante, mais tous vont bénéficier au moins d'une journée sur site. Hein, en général, on se déplace. Alors, certains, c'est qu'une seule journée, puis d'autres, beaucoup plus demandeurs, ont déjà bénéficié et vont encore bénéficier d'un certain nombre de jours. Certains vont jusqu'à une dizaine de jours sur place pour les aider donc, dans le déploiement de toute l'appropriation des critères qui ont porté des difficultés. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà réalisé pour le moment? Alors, les méthodes traceuses, oui, hein, il y a vraiment une grosse demande des établissements qu'on vienne faire sur place, parce que certains l'ont déjà fait dans leur préparation de visite, mais demandent, non, mais nous, on aimerait bien quand même avoir un œil extérieur pour venir faire des patients traceurs, des parcours traceurs. Donc là, en général, c'est plutôt l'établissement, hein, qui va choisir les secteurs dans lesquels il veut qu'on intervienne. Même quelquefois, ils nous disent franchement, venez faire un parcours dans tel secteur parce que le service qualité n'arrive pas à y franchir les portes. Hein, donc ça permet justement d'aller aider l'établissement dans ce genre d'activité. Et puis des traceurs ciblés, donc là par contre il y a plus une discussion sur justement quels traceurs ciblés nous allons réaliser et surtout dans quel secteur. Donc vous voyez, il y a toujours un consensus en fait, hein, avec l'établissement et le CECA sur les méthodes qu'il va déployer sur le terrain. Alors les observations, on en fait pas mal, hein, vous savez tous, hein, que c'est une méthode finalement qui est rapide,
facile à faire, qui a la vertu d'être relativement exhaustive. En une journée ou deux, on arrive à faire tout le tour d'un établissement et de prendre la température finalement dans chaque service avec les critères finalement les plus importants. Donc ça, c'est une méthode qui est très demandée. Nous faisons aussi des discussions là, qui se passent plutôt au niveau de la gouvernance, où on fait le point sur le PACS, et puis on peut discuter justement des éléments, des actions d'amélioration qui ont été identifiées, mais aussi, au même titre que ce qui a déjà été fait quelquefois au moment de la visioconférence, mais des actions qu'on a identifiées, nous, plutôt au niveau de l'équipe du CK et avec un partage avec les professionnels de l'établissement là-dessus. Alors des actions de formation ou d'information. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on a fait pas mal d'actions sur la gestion des risques, le rôle des cadres, je vous l'ai déjà évoqué, les enjeux. Nous avons réalisé des visites de risque dans certains secteurs. Et puis, je reviens sur la culture sécurité, nous avons aussi accompagné certains établissements justement dans le déploiement de l'évaluation qui leur a été proposée par l'enquête nationale et régionale. Alors l'aide apportée, alors c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va un petit peu présenter ça, mais c'est vrai que vous connaissez tous la vertu de l'œil extérieur, c'est vraiment très important et je crois que les établissements attendent beaucoup du CK de ce mode finalement, de ce mode d'action. Et très souvent, en discutant avec les équipes, en discutant avec la gouvernance, on se rend compte qu'il y a déjà des choses qui sont faites. L'établissement n'attend pas qu'on arrive pour avoir mis des choses en place. Il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas forcément valorisées, voire même qui sont complètement non identifiées, si je puis dire. L'établissement se rend même plus compte que telle activité, elle est vraiment très bien et qu'il faut absolument la mettre en avant. Et qu'elle répond d'ailleurs souvent aux attendus du référentiel. Très souvent aussi, il y a des difficultés à identifier des indicateurs. Et je pense notamment, vous savez, les fameux indicateurs au niveau de la pertinence des admissions, la pertinence des séjours. Et c'est vrai que quelquefois, on donne des petites idées aux établissements pour pouvoir identifier de tels indicateurs. Pareil au niveau des EPP, il y a des tas d'activités qui sont faites dans l'établissement et puis on leur dit mais c'est de l'EPP ça. Ah oui, très bien. Donc voilà, on a vraiment souvent ce rôle d'identification, d'action déjà réalisée, mais où il n'y a pas forcément le bon mot dessus, la bonne identification. Et puis, puisque je vous ai dit que quelquefois on est amené à faire des traceurs, eh bien à l'issue d'un traceur, forcément il y a des actions d'amélioration qui peuvent être identifiées et on invite forcément les établissements à inscrire ces actions d'amélioration dans leur PACS. Voilà. Et puis aussi, donc, comme je vous ai dit, les observations et les visites de risque au même titre que ces évaluations vont être pourvoyeurs justement d'identification d'actions d'amélioration. Je voulais juste finir cette présentation, donc justement un petit focus sur la culture sécurité, on vous en a déjà parlé. Bon là, vous le connaissez déjà, ce critère qui est dans le manuel, où vous voyez que toute l'importance de la gouvernance pour impulser cette notion de culture sécurité. Et c'est vrai qu'en visite, il y a souvent un degré d'appropriation très différent d'un établissement à l'autre, tant dans l'appropriation de la notion de culture sécurité, mais aussi de l'évaluation. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. D'où l'intérêt, justement, comme on le voit à travers ces diapos, avec les 4 piliers que représente la culture de sécurité, c'est-à-dire la culture du signalement et puis justement l'encouragement des établissements auprès de leurs professionnels à déclarer leurs événements indésirables. Toute la partie CREX, RMM, c'est-à-dire l'analyse approfondie des causes, toute la partie travail en équipe, mais aussi la notion de culture juste, c'est-à-dire de l'erreur apprenante. Donc, vous voyez qu'autour de ces quatre valeurs, on a vraiment la définition de la culture de sécurité. Et comment c'est déployé vous savez qu'il y a une première campagne qui a été menée là en 2023, le lancement a eu lieu en mars, entre donc la campagne HAS4AP. Et
la déclinaison au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 70 établissements Nouvelle-Aquitaine qui se sont inscrits pour cette démarche. Certains donc, ont été aussi accompagnés par le CECA et certains font partie justement des établissements qui étaient dans cette interface juste après une visite de certification pas complètement aboutie puisque non certifiée ou certifiée sous condition. Donc, il va y avoir début octobre un webinaire régional sur l'analyse des résultats et puis après la proposition par le CECA d'ateliers aux adhérents, mais aussi aux établissements justement que l'on suit dans le cadre de leur non-certification. Et puis là encore, le CECA est armé d'outils pour toute ce versant-là, puisqu'il s'agit donc les rencontres sécurité. Vous savez que c'est quelque chose, c'est un attendu aussi de la Haute Autorité de Santé, une méthode qui est déployée, et qu'au CECA, on peut aider à mettre en place dans les établissements. La notion d'analyse collective des événements indésirables associés aux soins et des événements indésirables graves, tout ce qui est rétex aussi en rapport avec ce type d'événement. Et puis enfin, il va y avoir des propositions de formation sur tout ce qui est attrait autour du travail en équipe, notamment, Pacte, donc ça c'est pas le CECA qui va le faire, mais il va y avoir des formations justement sur le CRM santé et puis aussi sur la notion, la pratique du briefing, débriefing. Voilà, donc je vous ai brossé un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, et puis les différents outils qui sont à notre disposition. Et puis donc, si vous êtes concerné par ces situations, vous savez que voilà, le site du CECA vous est facilement accessible, et comme c'était dit en introduction, vous pouvez tout à fait avoir recours à l'expérience et l'expertise des professionnels. Et un petit peu de pub, là, vous voyez notre nouveau logo et notre nouveau slogan, Agissons pour demain, que l'équipe du CECA porte et que l'on souhaite porter avec vous en Nouvelle-Aquitaine. Myriam, je vais te laisser la parole et après, on pourra aussi répondre à des questions. Myriam, à toi. C'est bon, oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre retour d'expérience du coup sur nos accompagnements à l'Omédite. Donc il va y avoir beaucoup de ressemblances avec le mode opératoire du CECA, mais c'est ça qui est aussi important et qui montre d'une part toute la cohérence de nos actions et la complémentarité. Donc l'Omédite, vous nous connaissez, donc on fait partie des structures régionales d'appui sur les produits de santé auprès de l'ARS, et on est structuré, ce qui est important, en réseau national, et je vais juste y revenir après. Donc toutes nos missions, elles ont été décrites dans un décret, et il y a une mission sur l'accompagnement des professionnels à la qualité, la sécurité et l'efficience, que ce soit sur tout le secteur de soins, libéraux, sanitaires et médico-social. Donc moi, je vous présente tout d'abord nos modalités d'intervention qui sont multiples, et on voit qu'au final, l'accompagnement sur site n'est qu'une brique de l'accompagnement que l'on propose aux professionnels. Donc que ce soit aussi bien la mise à disposition d'outils, et il y a un outil, je disais en introduction que les Omédites était structuré en réseau, le réseau des Omédites, et on a sur notre site internet, j'ai remis le lien, on a vraiment une page dédiée à la certification HAS. Il y a un gros travail qui a été fait au sein du réseau Omédite, et avec un énorme fichier Excel, pour chaque critère, vous avez tous les outils de tous les Omédites sur ce critère. Donc au lieu d'aller chercher sur chaque Omédite les outils, puisqu'il y a une grosse production, vous pouvez utiliser cet outil Excel magique qui vous permet sur une thématique d'avoir tous les outils disponibles. Donc on essaie de l'enrichir très régulièrement avec tout ce que l'on peut faire en termes d'outils de bon usage, de flyers, de films. On développe aussi tout ce qui est grille de PP. Donc surtout n'hésitez pas à consulter notre site internet en termes de ressources, d'outils. La démarche de certification, elle est intégrée dans nos groupes de travaux thématiques, et notamment tout ce qui est lié à l'HAD avec des retours d'expérience, une appropriation des attendus. On a aussi un groupe de travail notamment sur la santé mentale avec là aussi partage d'expérience entre établissements certifiés et établissements en préparation.
Dans les outils disponibles pour vous aider à préparer la certification, il y a tout aussi le volet formation, webinaire thématique, donc avec des formations pour les professionnels de santé sur les thématiques donc, en lien avec du coup la certification, que ce soit la conciliation médicamenteuse, tout ce qui est lié à la pertinence de la prescription chez la personne âgée, l'antibiothérapie, et bien sûr sans oublier tout le volet lié au management de la qualité des dispositifs médicaux. Concernant notre accompagnement sur site, nos modalités d'accompagnement sur site, c'est vrai qu'on intervient aussi bien en amont de la visite à la demande d'établissements de santé. Donc c'est vrai qu'on peut être contacté par des établissements de santé qui souhaitent faire un point dans le cadre de leur préparation de leur certification, sentent un besoin de faire un point, d'avoir ce regard extérieur. Donc on a des établissements qui nous sollicitent. Donc là aussi, il y a un travail quand même pour cerner le besoin, de voir l'opportunité de réaliser une intervention sur site. Il y a l'accompagnement donc en lien plus étroit du coup avec l'ARS et les autres structures d'appui sur l'accompagnement a posteriori de la visite à la demande des établissements et ou sur proposition de l'ARS. Donc là, j'ai pas fait le mail, hein, on reçoit le même mail de la part voilà, qui nous dit qu'on peut être sollicité par l'établissement pour les accompagner sur la sécurisation du circuit des médicaments ou des dispositifs médicaux. Donc là, même modalité d'intervention, il y a tout le temps un temps d'échange à partir du moment où l'établissement, donc là c'est important, c'est l'établissement qui est volontaire. Donc il y a une proposition d'accompagnement de la part de l'ARS, mais ensuite c'est l'établissement qui nous sollicite avec un temps d'échange pour définir le périmètre, que ce soit médicaments, dispositifs médicaux, notamment des modalités d'intervention. Le ciblage, alors c'est vrai que nous on va travailler sur plutôt des audits processus complets sur la prise en charge médicamenteuse et DDM, donc on demande à l'établissement de nous cibler les unités de soins à accompagner de façon plus spécifique. Et on adapte bien sûr tout ce qui est grille d'audit en prenant en compte là aussi hein, tout ce que l'on peut avoir, on prend en compte bien sûr le rapport de certif long également, les résultats des IQSS, du niveau d'informatisation, etc. Ensuite, il y a le temps de la visite. Alors là aussi, on fait le mot briefing. En tout cas, il y a un temps d'échange avec les professionnels, plutôt le côté top management, direction et les cadres qui vont être impliqués dans la visite des unités de soins. Un deuxième temps d'audit de processus. Donc nous, sur une journée, on fait au moins 3 unités de soins différentes, ciblées par l'établissement. Et ensuite, un temps de débriefing à chaud avec les équipes, et bien sûr les professionnels des unités de soins qui ont participé à cet accompagnement. On remet toujours une clé USB avec pas mal d'outils. Et avec la spécificité pour l'HAD, donc on y reviendra cet après-midi, mais c'est vrai que sur l'HAD, on va aller quelque part, l'audit il va être fait au domicile des patients, à l'officine, etc. Mais il est important aussi de sensibiliser les professionnels libéraux qui interviennent. Donc Marie vous parlera cet après-midi du volet plutôt des soirées que l'on fait de sensibilisation de tous les professionnels aux enjeux de la certification en HAD. Troisième point, c'est vrai que le troisième temps, c'est l'échange à distance. On essaie de transmettre un compte-rendu avec un bilan vraiment de tout ce que l'on a pu voir, avec une description du processus et une priorisation des actions d'amélioration à mettre en œuvre. Donc avec ce point il se fait à 3 mois ou à 6 mois, suivant les besoins de l'établissement, la date de la deuxième visite de certification, avec une possibilité bien sûr d'échange et d'accompagnement plus poussé autant que de besoin en amont de la deuxième évaluation. Donc à ce stade, donc nous, dans le cadre de l'accompagnement des établissements sous conditions ou non certifiés, on accompagne 5 établissements. Alors on a un petit peu détaillé. On a 2 HAD qui sont en phase de suivi post-accompagnement, 2 CHU qui sont dans une phase en cours de déploiement, et un établissement, un CH, où là on a travaillé sur la prise en charge médicamenteuse et aussi sur le volet médico-social. En parallèle, comme je vous disais en introduction,
On accompagne aussi des établissements à leur demande en amont de la visite de certification. Là également, on a accompagné 5 établissements, 2 HAD, 2 CH et un établissement MCO privé. Donc au total, c'est plus de 40 professionnels rencontrés, que ce soit donc vraiment tous les professionnels, direction, président de CME, pharmaciens, médecins, cadres IDE, aides-soignants, patients, entourage. Donc 6 unités de soins, mais là ça correspond qu'à 2 établissements. Là aussi, tout secteur, que ce soit médecine, chirurgie, SSR, SLD, le volet également médico-social avec le volet EHPAD. Lorsqu'on on accompagne les HAD, on va au domicile des patients, puisque l'objectif, c'est vraiment d'avoir fait cet audit de processus de la prescription à l'administration au domicile du patient, des pharmacies à usage intérieur et bien sûr des pharmacies d'officine dans le contexte de l'HAD. Donc là, quelques exemples, hein, ce sont des constats que l'on lit, hein, c'est le rapport de certification long, on retrouve, hein, parce qu'on intervient souvent, l'établissement, bien sûr, dès qu'il a le résultat de certification, même en amont, il a déjà mis en place des actions d'amélioration. Donc on intervient déjà dans une phase où l'établissement est dans cette dynamique d'amélioration. Donc il y a des bonnes pratiques qui sont existantes ou où les établissements ont déjà pu mettre en place des actions d'amélioration. Donc parmi les bonnes pratiques existantes, mais là c'est vraiment, ça dépend des établissements de santé, que ce soit le déploiement de la conciliation médicamenteuse, la réévaluation de l'antibiothérapie avec une amélioration notamment de cette traçabilité, de cette réévaluation, des bonnes pratiques d'approvisionnement, de dispensation, d'amélioration dans certains établissements, la gestion de la sortie du patient, c'est vrai qu'il y a quand même une mobilisation, que ce soit aussi bien pour les médicaments sur les dispositifs médicaux, par rapport notamment à la carte d'implant. Dans les actions de priorisation que l'on fait, il y a toujours bien sûr le focus médicaments à risque. Alors même si les établissements ont été ciblés souvent sur ce critère-là, il y a encore le travail d'arriver à mettre en place une liste spécifique adaptée à l'unité de soins, tout le travail de sensibilisation, d'appropriation dans les services où l'on va, même s'il y a eu une dynamique qui est engagée, on se rend compte qu'il y a encore une marge d'amélioration sur l'appropriation de tous les professionnels de cette liste des risques qui sont induits par ces médicaments à risque, et la sécurisation à toutes les étapes. Les prescriptions des médicaments en si besoin, que ce soit notamment pour tout ce qui est douleur. Donc là aussi, il est encore nécessaire, comme on le voit dans le rapport de certification, de rappeler les bonnes pratiques, la gestion du traitement personnel, des médicaments non utilisés, qui ne sont pas forcément retourner à la pharmacie, la sécurisation du stockage. Donc là aussi, on voit toujours des armoires qui ne sont toujours pas sécurisées, pas partout, mais ça arrive. L'étiquetage des préparations injectables, là aussi, ça fait partie des remarques de la certification, mais malgré ça, on voit encore la nécessité de formaliser et de rappeler les bonnes pratiques. Tout ce qui est lié aux dispositifs médicaux implantables, tout ce qui est lié notamment à la carte d'implant, la remise de la carte d'implant et la promotion, donc là je fais le lien de tout ce qui est déclaration des événements indésirables, que ce soit sur le médicament et les dispositifs médicaux. Et enfin la dynamique d'évaluation des pratiques professionnelles sur le médicament et les dispositifs médicaux. Avec bien sûr la spécificité du circuit de l'HAD où il y a également d'autres problématiques, notamment la sécurisation au domicile, la gestion des médicaments à risque notamment. Alors, lorsqu'on a vu le titre de l'intervention, on s'est dit on va demander nous aussi un retour des établissements qui nous ont accompagnés pour savoir nous aussi, puisqu'on est aussi dans une démarche d'amélioration de nos modalités d'intervention. Et on revient à ce qu'a dit Madame Dr Roumégou sur le bénéfice d'avoir un regard extérieur, des intervenants extérieurs, donc avec la connaissance de l'HAD, ce regard extérieur qui va permettre de prioriser les actions et qui va permettre aussi de faire une synthèse des points forts. Et c'est vrai que c'est important dans un établissement qui est dans cette démarche de non-certification ou de certification sous condition, arriver à pointer aussi tout ce qu'ils font de bien et tout ce que toute la dynamique qui était engagée, j'ai repris de façon textuelle, c'est appréciable et surtout avec des propositions d'action d'amélioration objectifs et réalisables. Bien sûr, c'est toujours en lien avec la réglementation et les attendus de la HAS.
Donc, dans les points un petit peu plus négatifs, c'est le côté taille. C'est vrai qu'on n'a pas la force de frappe des experts visiteurs. Donc, c'est vrai qu'on prend qu'un échantillon et c'est pour ça qu'on demande à l'établissement d'essayer de cibler les services pour lesquels ça serait le plus bénéfique pour vous, que ce soit une bonne unité de soins ou une unité de soins qui a besoin d'un accompagnement plus spécifique. J'en profite du coup pour remercier tous les établissements qu'on a pu accompagner et qui nous ont fait ces retours-là. En conclusion, bien sûr, arriver à poursuivre cette dynamique d'accompagnement en prenant en compte vos propositions d'amélioration de nos accompagnements pour répondre au mieux à vos besoins. Le renforcement de l'approche entre certification et l'évaluation du médico-social. On a eu l'occasion d'accompagner un établissement avec ces deux volets. Et c'est vrai que ça a été très bénéfique et pertinent pour l'établissement, en adaptant bien sûr le circuit en fonction des spécificités au médico-social. On va continuer à vous proposer bien entendu des outils, des formations, des webinaires, etc. Et avec cette nécessité de travail en lien et avec ce nouveau réseau notamment qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Et voilà, je vous ai juste remis notre site internet. On essaie d'être productif sur LinkedIn aussi. Merci Myriam. Alors j'en profite pour vous présenter, parce qu'elle ne se présentera jamais, Anne Taraborelli, qui est la responsable de communication au CECA, qui a rejoint l'équipe au mois d'avril, et c'est grâce à elle que nous avons cette nouvelle charte. Ces podcasts qui vont arriver, alors Madame Bonneau-Martagex a un petit peu anticipé, c'était un scoop, mais bon, vous ne les aurez que pour la semaine sécurité des patients. Donc attendons un petit peu ces podcasts pour leur montage. Merci Anne de nous envoyer la vidéo de Christophe Gauthier. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Christophe Gauthier, je suis praticien hospitalier au sein d'une structure régionale d'appui dédiée à la prévention et au contrôle de l'infection, que j'espère que vous connaissez, qui s'appelle le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Ne pouvant pas être présent parmi vous aujourd'hui à Angoulême, j'ai enregistré cette communication portant sur l'accompagnement des établissements de santé dans le cadre du volet prévention du risque infectieux de la certification. Je remercie bien sûr Catherine Pourrin et son équipe du CECA pour m'avoir sollicité sur ce thème. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous devriez le voir notamment. Voilà, au sein du CEPIAS, pour ma part, j'ai une activité qui est essentiellement orientée vers l'appui et l'expertise en hygiène auprès des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, mais on a une activité qui est beaucoup plus large au sein du CEPIAS, notamment avec la surveillance des infections associées aux soins, l'aide à la déclaration, à l'investigation, à la gestion de ces événements, une mission d'animation de réseau professionnel, de la formation bien sûr, et puis de la communication. Aujourd'hui, c'est au titre de l'appui que je vais intervenir. Alors, avant d'aborder strictement la prévention du risque infectieux dans le cadre de la certification, je souhaitais rappeler quelques éléments de contexte. Au-delà de la période déstabilisante que nous avons vécue, que nous vivons encore avec l'épidémie de Covid, il faut avoir conscience que certains indicateurs en lien avec la prévention du risque infectieux sont plutôt défavorables, et notamment la prévalence des patients infectés dans les établissements de santé, puisque celle-ci a augmenté de près de 15% quasiment avec la dernière enquête de prévalence 2022. Si on retire les cas de Covid, on est autour de 7,5% d'augmentation, donc une augmentation assez nette en termes d'infections associées aux soins. Et d'autres indicateurs sont également défavorables, le nombre de bactéries émises sur cathéter, qui sont des infections extrêmement graves, les infections du site opératoire qui tentent à augmenter également. Et sur le plan qualitatif, il est vrai qu'on se rend compte que les analyses approfondies des causes des événements infectieux est largement perfectible. Alors l'ensemble de ces constats est probablement à rapporter aux difficultés de fonctionnement de nos structures, et les équipes opérationnelles en hygiène ne sont pas en reste, puisque les ratios professionnels dans ce domaine ne sont pas toujours atteints dans l'établissement, qu'il soit public ou privé. Donc ça contribue à ce que ce risque augmente également. Donc en ce sens, la certification HAS constitue une excellente opportunité de promouvoir la politique de prévention du risque infectieux associée aux soins. Alors, si on reprend un peu la méthodologie de la certification HAS, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le savez, il y a notamment un critère important autour des infections associées aux soins. Ça fait l'objet d'une fiche pédagogique qui décline les attendus dans ce domaine.
Il y a un critère impératif directement en lien avec la prévention du risque infectieux qui porte sur l'application des précautions dites adéquates, donc précautions d'hygiène de base. Et vous avez d'autres critères impératifs qui sont indirectement en lien avec la prévention du risque infectieux, mais qui sont tout aussi importants et connexes avec les infections associées aux soins. C'est d'une part l'antibioprophylaxie liés aux actes chirurgicaux. Vous savez que ça permet de réduire de moitié le risque d'infection du site opératoire. Il y a tout l'aspect checklist, et dans la checklist, il y a des éléments qui sont en lien avec le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'analyse des événements indésirables associés aux soins, qui est extrêmement importante également, et s'associe à ça d'autres critères, des indicateurs, les indicateurs IQ-USS qui portent sur la prévention du risque infectieux. Donc, bien sûr, la consommation des produits hydroalcooliques, le suivi de la couverture vaccinale antigrippale, le bon usage des antibiotiques pour la prévention des résistances bactériennes, la mise en application des précautions complémentaires contact quand elles sont indiquées, et puis des critères relatifs à la mesure des infections du site opératoire en chirurgie orthopédique prothétique, qu'elles soient de la hanche ou qu'elles soient du genou. Donc un ensemble de critères qui sont importants par rapport à la prévention du risque infectieux. Alors pour le CEPIAS, un de nos objectifs, c'est d'accompagner donc les structures sanitaires à la fois pour préparer la certification et puis aussi en post-certification éventuellement. Donc, dans le cadre de la préparation de la certification, ce qui constitue l'essentiel de notre activité et des sollicitations des établissements, il y a beaucoup de visites de risque qui sont organisées avec ces structures-là, notamment sur les secteurs opératoires, les secteurs d'endoscopie, voire la dialyse aussi, des actions de sensibilisation, des actions de simulation en santé qu'on a déployées depuis plusieurs années maintenant et qui sont très adaptées dans ces secteurs-là, l'aide à la définition d'objectifs prioritaires aussi pour ces structures, donc en préparation de la certification. Et puis en post-certification, c'est vrai que nous avons convenu avec nos collègues de l'Agence régionale de santé de pouvoir proposer un accompagnement aux établissements qui seraient certifiés sous conditions avec réserve majeure concernant le risque infectieux. Jusqu'à maintenant, l'action est modeste puisqu'il y a que 3 structures dans la région qui ont été dans ce cas et pour lesquelles on a pu être en contact, 2 centres hospitaliers et une structure d'hospitalisation à domicile. Et après, il y a aussi des établissements, quand bien même ils ont été certifiés, qui nous sollicitent spontanément en post-certification. C'est le cas de 3 autres structures, psychiatriques notamment, un établissement qui fait de la chirurgie, une clinique de psychiatrie aussi, qui nous ont sollicité pour des actions de terrain aussi également. Donc pour ces structures-là, on essaye de proposer un accompagnement qui va jusqu'à la visite sur site pour ces structures et les accompagner en post-certification. Mais ça reste assez marginal au regard du nombre d'établissements qui ont vécu la dernière certification. Alors, j'ai essayé de reprendre aussi dans cette diapositive, et je pense que c'est intéressant, les commentaires qui sont mentionnés dans les comptes rendus de certification. Et au-delà de ces commentaires qui portent sur des écueils potentiels, sur la maîtrise du risque infectieux, l'évaluation, certains circuits qui peuvent être perfectibles, notamment au bloc opératoire ou pour la gestion des déchets. Ce qui est intéressant sont les causes immédiates et causes profondes qui sont mises en avant dans le cadre de ces vulnérabilités quand on en discute avec les structures, notamment le sous-effectif professionnel des équipes opérationnelles d'hygiène, le fait que les professionnels de terrain et notamment les correspondants en hygiène qui doivent être identifiés dans les services n'ont pas de temps alloué pour relayer les messages autour de la prévention, et puis un défaut d'implication des équipes de terrain dans les politiques d'amélioration menées par la gouvernance. Il y a beaucoup d'activités qui sont portées essentiellement sur le soin et peu de temps alloué maintenant aux activités connexes qualitatives, j'ai envie de dire. Au-delà de ça, on constate que parfois la politique de prévention du risque infectieux est peu développée au sein de la structure, avec un manque de soutien des directions de soins infirmiers. Et globalement, une disponibilité des professionnels sur le terrain et un turnover qui font qu'il est difficile de pouvoir passer les messages en matière de prévention du risque infectieux. Alors la perception générale issus des échanges que l'on peut avoir avec les professionnels des équipes opérationnelles d'hygiène dans d'autres contextes, puisqu'on fait des réunions de réseau de professionnels, des réunions de proximité, on constate qu'il y a un écart important entre le retour des professionnels en hygiène et leur vécu du terrain et le peu d'identification d'axes de progrès lors de la certification sur la thématique prévention du risque infectieux. Alors pour formaliser un petit peu ce retour qui peut
paraître informel comme ça, nous avons proposé de faire une enquête auprès des équipes opérationnelles d'hygiène pour appréhender leur vécu de la procédure de certification. On a fait cette enquête au cours du mois de juin dernier, avec des retours de la part d'une trentaine d'établissements, essentiellement publics. Et nous n'avons pas eu de retour de cliniques privées concernant cette certification. Alors, on avait demandé dans un premier temps si des points forts, des vulnérabilités avaient été identifiés dans le cadre de la certification. Forcément, il y a beaucoup plus de points forts qui ont été identifiés que de points faibles, des points forts pour l'ensemble des structures quasiment, et des vulnérabilités pour 60% d'entre elles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des thématiques qui se font écho et qui correspondent globalement aux critères qui sont décrits dans le manuel de certification, mais on peut noter qu'il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles. Alors, si la visite a globalement permis de mettre en valeur les équipes de prévention et de contrôle de l'infection, les EOH, c'est vrai que sur le volet levier positif permettant de promouvoir la prévention du risque infectieux, moyen de renforcer la politique de prévention du risque infectieux au sein de l'établissement, les retours étaient plutôt neutres. Et donc, la certification n'a pas forcément permis d'appuyer sur cet aspect-là. Et donc, on a essayé de demander s'il y avait des leviers qui contribueraient à progresser un peu plus dans le domaine de la prévention du risque infectieux et sont ressortis un peu sans surprise. Là encore, la plus grande implication de la gouvernance et de l'encadrement et un plus grand appui institutionnel sur ce thème. Du temps humain au niveau des équipes d'hygiène qui respectent les ratios des référentiels et des recommandations, puisque c'est pas toujours le cas. Là encore, l'appui nécessaire des professionnels correspondants en hygiène dans les services pour passer les messages autour de la prévention, et puis des critères autour de la formation, la plus grande proximité, la velléité de plus grande proximité de terrain aussi des professionnels en hygiène, qui sont souvent accaparés aussi par des tâches qui sont plus administratives, de recueil d'indicateurs, alors que aussi bien les professionnels de terrain que les équipes d'hygiène souhaiteraient être un petit peu plus auprès des professionnels sur le terrain. Là encore, j'ai essayé de reprendre quelques commentaires libres qui sont assez instructifs, à mon sens, sur le vécu de cette certification. Donc, je vous les partage. On reconnaît voilà, une problématique autour de cette évaluation qui est peut-être un peu éloignée de la réalité du terrain et une marge de progression qui peut paraître limitée au regard de scores qui sont extrêmement élevés et d'absence d'identification de points faibles. Alors, on connaît un petit peu le côté vitrine lié à la période de certification et l'application des mesures qui est peut-être un petit peu plus aiguë pendant la période de visite des experts visiteurs, mais on constate aussi l'essoufflement qui intervient après cette période-là. Donc c'est assez classique dans le cadre de ces certifications, mais cet effet soufflé est bien connu et assez délétère sur le maintien des pratiques dans le temps. On constate également, et là c'est peut-être un petit peu plus embêtant et ça sera à discuter avec nos collègues de la Haute Autorité de Santé, qu'il est relevé que certains experts de la HAS devraient être un petit peu mieux formés sur la prévention du risque infectieux et que parfois le regard est pas suffisamment aigu sur ce thème. Voilà. Donc, en discussion, en conclusion, on peut constater que la certification HAS est un levier de progression pour les établissements de santé ayant eu des remarques ou n'ayant pas été certifiés sur le volet prévention du risque infectieux, ça c'est indéniable, que le niveau de performance perçu par les experts de la HAS est globalement très satisfaisant pour la plupart des établissements, avec des scores élevés, peu de vulnérabilité identifiée, mais qu'il y a un véritable décalage entre le satisfecit institutionnel et la perception des professionnels de la prévention du risque infectieux, confrontés au quotidien à la réalité du terrain. Et il y a sûrement des facteurs explicatifs pour justement expliquer un petit peu ces écarts. Je pense qu'il y a un impact de la crise Covid dans la conduite de la démarche de certification, ça c'est sûr. On peut se poser la question de la pertinence et de la finesse des critères retenus concernant la prévention du risque infectieux, même s'il faut reconnaître que les modalités de certification ont évolué dans un très bon sens depuis les précédentes évaluations. Il y a également effectivement ce niveau d'expertise concernant la thématique, avec des experts qui rapportent parfois leurs remarques plus à leurs connaissances individuelles ou leur vécu professionnel sur ce thème, plus qu'aux véritables standards et référentiels nationaux sur le sujet. Alors, il n'en demeure pas moins que voilà, certaines équipes peuvent se sentir un petit peu démunies quand la marge de progression perçue est faible à l'échelon de l'établissement.
Et l'enjeu actuellement pour ces équipes, c'est de savoir comment porter la politique de prévention du risque infectieux auprès de managers et de soignants qui sont, eux, confortés par la procédure d'évaluation externe. Comment mobiliser les professionnels, maintenir un niveau de vigilance important et progresser sur la prévention du risque infectieux dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, à la fois local, régional et national, avec des indicateurs qui sont plutôt défavorables. Alors, au-delà de la certification, il existe d'autres leviers qui peuvent être mis en avant. Un outil notamment national qui a été rédigé, c'est la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, qui est un texte fort et qui est opposable pour les établissements de santé et qui a été décliné au niveau régional, au niveau d'une feuille de route 2023-2026, que j'espère que vous connaissez, donc sur la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Et pour conclure, j'insisterai sur deux objectifs qui vont bien au-delà du simple respect des fondamentaux en hygiène. Ce sont deux never events qu'on souhaiterait ne plus voir arriver dans nos établissements, qui concernent l'absence de décès suite à une infection sur cathéter veineux périphérique. Ce sont des infections extrêmement graves et donc avec des séquelles importantes, voire des décès, et ça, il ne faudrait plus les observer. Et l'absence d'infection du site opératoire sur prothèse articulaire qui nécessite une reprise en charge chirurgicale avec ablation d'implants. Voilà, donc l'équipe du CEPIAS a pour mission de soutenir les établissements dans l'atteinte de ces objectifs, continuer à accompagner bien sûr les établissements dans le suivi de la certification. Donc je vous remercie pour votre attention. Toute l'équipe reste à votre disposition pour discuter en marge de cette journée à cette thématique prévention du risque infectieux et certification. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à consulter le site internet. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.